Chapitre 23. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis sentie presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonnée quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, des corridors étouffés et sourds, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'est un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. « C'est bon, a dit l'huissier au directeur, je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois, cela s'arrange bien. » En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seule, bien verrouillée. Je ne sais pas à quoi je pensais, ni combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillée de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant, je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçue. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Une frioche. » « Une frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cette question a redoublé sa gaieté. « Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines. Comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ah ah, il paraît que tu comprends maintenant. » En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. « Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes, pour qu'on me jetât 1 sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse. Je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À 17 ans, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassés dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal, je voulais être honnête homme avec mes 66 francs et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient avec le passeport. Il était jaune et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation, un galérien. J'avais peur et les petits-enfants se sauvaient et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrais mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire ? Un jour, j'avais faim.
Je donnai un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignai un pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, et j'avais un clou. Je m'évadais. On tira le canon d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla aux moineaux. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrais des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptais et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœuf à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture et l'on enterrait l'homme sous un arbre en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandelles se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé par tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye de Mont-à-Regret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire, plus haut encore qu'en commençant, et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. « L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cinvre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde, mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. 1000 dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? Dis, veux-tu d'amitié ?» Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. « Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie. » Nouveaux éclats de rire à ma réponse. « Ah ah, monsieur Vouzaille est un marquis. C'est un marquis !» Je l'ai interrompu. « Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi. » La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis creusant avec ses ongles sa poitrine velue qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte. « Je comprends, » a-t-il murmuré entre ses dents. « Au fait, le sanglier... » Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez, m'a-t-il dit presque timidement. Vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. La tôle la prendra. Donnez-la-moi, je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur, mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors, j'ai été m'appuyer contre le mur et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée et poussait à chaque instant des cris de joie. « Les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur! Du tabac pour mes 6 semaines !» La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux, moi pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes « Ah ça, ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place, diable, cela ne m'arrangerait pas maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. »